Nous allons donc reprendre notre travail avec l'ouverture de la session numéro 8. Deux intervenants pour cette session qui s'intitule « Perception et appropriation du monde par l'image dans le monde hispanique », avec deux intervenants donc. Monsieur le professeur Daniel Méran à ma gauche, donc, qui est professeur émérite des universités, anciennement professeur des universités anciennement professeur de l'université de Perpignan. Il est titulaire d'un doctorat d'État en études ibériques et latino-américaines. Il est spécialiste du théâtre mexicain. Il a été pendant de nombreuses années directeur du CRILOP, le Centre de recherche ibérique et latino-américaine de l'Université de Perpignan. Et ses travaux portent sur le théâtre mexicain essentiellement, travaux qui l'ont amené, travaux qui ont été publiés sous la forme de nombreux articles et ouvrages. Travaux également qui ont été reconnus et qui lui ont permis d'être récipiendaire de divers titres qui viennent saluer son travail, je le répète, sur le théâtre mexicain, titre remis aussi bien en France qu'au Mexique. Alors, Daniel Méran va intervenir. Il intervient avec une proposition qui s'intitule « Représentation et interprétation, la guerre des images et le commerce des signes ». Merci Marjorie. D'abord, merci de cette présentation. C'est toujours avec plaisir et honneur qu'on se trouve dans un colloque, et en particulier un colloque organisé à Perpignan, et à côté d'anciens étudiants devenus collègues et ex-collègues maintenant, puisque je suis à la retraite, mais que j'ai toujours plaisir à revoir. Donc, je vais vous parler de la représentation de l'interprétation, de la guerre des images, du commerce des signes. Il n'y aura pas de théâtre là-dedans, ça devrait être un a priori qui est essentiellement théorique. Et ensuite, je vais remonter dans le passé. Je vais remonter dans le passé pour voir la guerre des images, et vous savez que le passé sert souvent à éclairer le présent. Donc, ce matin, on a vu du passé entre 1880 et 1914. Là, on va aller un peu plus en arrière, je dirais, dans le passé hispanique et pré-hispanique et mexicain. Voilà. Hier, on a vu comment le monde se pensait en images. On a vu que le cerveau parlait le langage, pensait par le langage, que l'œil était un processeur d'images. C'est un peu dans cette situation, dans cette perspective que je me situe aujourd'hui. Dans les neurosciences, de Freud aux neurosciences et à la critique des textes, le professeur Edmond Cross écrit « Il n'y a pas de signe sans représentation mentale. Et il n'y a pas de représentation mentale sans expression sémiotique. Lorsqu'il n'y a plus de représentation mentale possible, il n'y a plus de signes. Ne survivent que des signaux inertes et vides de sens. L'au-delà du monde des représentations mentales, c'est donc aussi l'au-delà des mots. » Je vais donc essayer de montrer que les phénomènes de la réalité, dont les phénomènes littéraires, théâtraux, photographiques, cinématographiques, artistiques, etc., peuvent servir d'exemple ou d'image, prennent toute leur signification au moment où ils sont réactivés par une pensée qui les interprète. Ainsi, toute représentation culturelle, quelle qu'elle soit, contient d'une manière ou d'une autre une représentation des processus de sa production, des processus de son interprétation qui se manifestent comme une trace dans l'écriture elle-même, dans sa propre image. Pour cela, il me semble pertinent de questionner la confrontation et l'interprétation des imaginaires qui relèvent de deux registres différents, celui de la représentation et celui de la chose elle-même, provoquant ainsi une guerre des images et un commerce des signes. Déjà, Charles Sanders Peirce, dont on a parlé hier, écrivait « La seule façon de communiquer directement une idée est par le moyen d'une icône. Et toute méthode indirecte pour communiquer une idée doit dépendre pour son établissement
de l'utilisation d'une icône. Parler donc de iconosphère, comme je l'ai déjà fait dans plusieurs articles d'un cours au Mexique à Morelia, c'est s'attribuer le droit de rêver. Et de rêver de quoi? Rêver de cet ensemble d'images qui circulent et qui s'échangent autour de la Terre. L'iconosphère, c'est cela, una red, un filet, un réseau qui nous enferme. Et les nœuds de ce filet, un peu comme les neurones, les nœuds de ce filet sont ceux que Henri Udrisier appelle les iconothèques, dont les flux d'images en sont les mailles. Nous passons ainsi de la logosphère, chère à Gaston Bachelard, qui en invente le concept en 1950 pour, dit-il, définir cette couche de mots, cette couche de voix, de discours et d'informations transmises par la radio et qui entourent notre monde. Nous passons donc de la logosphère aujourd'hui à l'iconosphère. Dire les choses, c'est ignorer ce que l'on ne dit pas. Regarder ou montrer, c'est choisir le moyen de voir les choses. Et nous savons bien l'importance du regard. Le voir dans notre culture, puisque le visible est cet espace de réalité qui est entre tous le plus présent à nos yeux. L'existence même des objets au monde se définit par la visibilité. Tout au long de l'histoire des théories sur l'art, sur le beau, le monde sensible s'est défini par sa visibilité. La vue serait ainsi le sens le plus objectif et donc le plus éthique. Yo lo sé porque yo lo vi. Je le sais parce que je l'ai vu. C'est ce que disait Bartolomé de las Casas dans sa très brève relation sur la destruction des Indiens en 1542. L'acuité visuelle met en avant la lumière, la clarté, la précision et toutes les qualités morales. De Platon à nos jours, Husserl, Sartre, etc., la tradition philosophique a fondé l'intersubjectivité sur l'objectivité du monde, car la communication entre les hommes, l'être ensemble par les mots et par l'action, présuppose que tous les regards convergent vers un même objet, autant dans la culture que dans la vie quotidienne. Être ensemble, c'est sentir ensemble par la médiation du regard. Le prestige du regard repose sur cette immense compétence qu'il accorde au sujet. Voir, regarder, c'est exercer un pouvoir, c'est acquérir un savoir. Même l'imagination crée la visibilité. L'artiste n'est-il pas un visionnaire? Et quand on rêve en image et pas en son. Cependant, n'oublions pas de réhabiliter l'écoute, comme le prescrivait Jean-Jacques Rousseau dans l'article Imitation du dictionnaire de la musique en 1760-1761, bien avant Roland Barthes et le bruissement de la langue. Il disait ceci: la musique semble mettre l'œil dans l'oreille, et la plus grande merveille d'un art qui n'agit que par le mouvement est d'en pouvoir former jusqu'à l'image du repos. La nuit, le sommeil, la solitude et le silence entrent dans le nombre des grands tableaux de la musique. Comment ne pas évoquer aussi, bien plus tard, l'image sonore de Freud et l'image acoustique de Ferdinand de Saussure, qui, dit-il, n'est pas le son matériel, chose purement physique, mais l'empreinte psychique de ce son. L'œil dans l'oreille et l'oreille dans l'œil, quand l'œil écoute et que parle l'oreille. Je pense aux malvoyants, je l'ai dit hier déjà, je le répète, qui voient le théâtre, par exemple, dans une oreillette, avec les phénomènes les procédés d'autodescription aujourd'hui. Il y a un film récent intitulé Pupille de Jeanne Henry, que peut-être vous avez vu, où Élodie Bouchès, justement, qui cherche à adopter un enfant, c'est un film de 2019, donc il est très récent, est précisément audio-descriptrice. Un jour, elle oublie ses notes et donc elle doit improviser. Et là, bon, le problème se pose, mais c'est autre chose. Je vous laisse aller voir le film. Nous sommes confrontés donc à une difficile quête, qui est celle du sens des images, non seulement dans notre champ référentiel, mais plus encore dans le champ transculturel, transdisciplinaire aujourd'hui, et économiquement planétaire. René Girard, déjà, qu'on a déjà cité hier, y voyait, je le cite, dans La violence et le sacré,
l'illusion de l'uniformisation et de l'omniprésence des hommes. N'oublions pas non plus le douloureux précédent de la fameuse tour de Babel, l'anarchie dans la communication. Aujourd'hui, nous savons bien les dangers encourus par Noé, dangers non seulement avec les images et les mots qui sont des représentations, mais avec l'information en général. Il nous faut prendre en compte alors le fait social et économique que représente l'iconosphère, le connaître, l'utiliser. En bref, il me semble que ces derniers temps, notre champ visuel s'est élargi vers de multiples directions, vers l'infiniment grand comme vers l'infiniment petit, de plus en plus sophistiqué, avec les visualisations en 3 ou 4 dimensions, la caméra, la vidéo 360, les nouvelles technologies dont nous avons parlé hier aussi. Tout cela nous renvoie au mythe d'Argos. Vous vous en souvenez, dont l'homme actuel souffre toujours aujourd'hui. Argos Panoptes, celui qui voit tout est vaincu par l'émissaire de Zeus. Et qui est l'émissaire de Zeus? Eh bien, c'est Hermès, le messager ailé, qui est aussi le protecteur des arts et du commerce. La question qui se pose donc n'est pas seulement technique ou psychoperceptive, mais elle est concrète et matérielle, parce que ce qui disparaît en fin de compte dans la représentation de l'image digitale, dans celle de la vidéo ou du cinéma, c'est le contact même avec la matière attrapée par la caméra. Des fresques à la peinture sur bois, les masques, les vitraux, les tableaux, ce contact, cette résistance de la matière qui constitue le support de l'image, sont le témoignage de notre propre matérialité et de celle des objets qui nous entourent. Mais alors, ne percevons-nous pas la perte d'un élément essentiel à l'art, sa capacité de médiation entre le sacré et le profane, entre le matériel et l'immatériel, entre le divin et le vulgaire? Nous sommes bien au cœur de la problématique de l'imitation-représentation ou de la représentation-mimésis, cette représentation dont nous parle Platon dans le Phèdre ou au livre 10 de la République quand il évoque l'invention de l'écriture et sa relation à la peinture. Positionnement, et c'est là que ça devient intéressant pour moi, qui est aussi au fondement de la pensée pré-colombienne. Mexique-Atlatol, il y a pensé nahuatl au Mexique, Cuiloa, c'est-à-dire peindre. Peindre, c'est écrire, écrire, c'est peindre. C'est-à-dire représenter quelque chose avec l'imagination. Diego Durán, frère dominicain, évangélisateur, écrit dans son histoire des Indiens, les peintures leur ont servi de lettres pour écrire au moyen de peintures et d'effigies leurs histoires et leurs antiquités. Alors, une série de questions se posent. Premièrement, comment l'homme du XXIe siècle peut-il penser et se représenter des modèles pertinents pour la transmission des informations, et en particulier la transmission des informations images à l'échelle planétaire et en temps réel? Les exemples de guerre des images sont légion et les infox aujourd'hui sont partout. Notre ubiquité, deuxièmement, visuelle, ne nous fait-elle pas revenir à une imperfection primitive, une impossibilité de voir, une impossibilité de consommer les images, un aveuglement puisqu'il y a tant de choses à voir et que voir aurait perdu toute matérialité? Par conséquent, il me semble que ce que l'on appelle aujourd'hui les industries de l'imaginaire doivent prendre en compte dans leur analyse l'imaginaire social et les mythes qui alimentent notre société. L'image ne serait-elle pas alors le dernier refuge du poétique? C'est ce que conclut le philosophe Gaston Bachelard dans L'air et les songes en 62. Il écrit « Il n'y a pas de réalité antérieure à l'imagination littéraire. L'image littéraire ne vient pas habiller une image nue. Elle ne donne pas la parole à une image muette. En nous, l'image parle, nos rêves parlent, nos pensées parlent. Elle représente une émergence de l'imagination. » Alors, quand on lit un texte, quel qu'il soit, littéraire, photographique, artistique, théâtral, historique, cinématographique, on lit autant les mots, les notes, les formes, les couleurs, les cadrages qui y figurent, que la représentation, que le parcours de l'interprétation crée en nous. Perception, représentation, interprétation sont inséparables. Dans la société qui s'organise et se construit, l'homme fait signe, laisse une trace, représente le monde en utilisant un système de signes pour comprendre et dominer ensuite son environnement naturel. Tout groupe humain, toute société se construit dans l'échange, dans le commerce des signes, par l'icône, l'indice et le symbole. Ainsi fonctionne l'échange, le commerce des signes contrôlant notre rapport au monde
par les signes ou signes de signes que sont les objets représentés. Les premières théorisations sur le signe et la représentation remontent à l'Antiquité classique pour le monde occidental, Platon, Aristote, les stoïciens, mais elles sont aussi présentes dans la pensée ancienne mexicaine, la pensée nahuatl, Mexicatlatoli, avant la conquête. Il suffit de lire les travaux de Ángel Garibay, de Miguel León Portilla, de Alfredo López Austin et d'autres pour en avoir conscience. Une notion, par exemple, mérite notre attention, notre commentaire. C'est la notion de Ixchiptlatl. Rémi Siméon, dans son fameux dictionnaire, l'a défini ainsi. Ixchiptlatl, représentant délégué. Je dirais que c'est le signe délégué, celui à qui on attribue le signe. L'Ixchiptlatl décrit un rapport de contiguïté entre les êtres et les choses, un indice au sens persien du terme, c'est-à-dire un signe qui donne une information sur le surgissement de la présence divine dans le monde des humains. Comme le remarque Serge Gruzinski dans la pensée métisse, la relation signifiée par l'Ixchiptl indique une communauté d'essence sous des formes changeantes. Une femme peut être l'Ixchiptl d'une montagne, comme Saint Jean-Baptiste peut l'être de l'étoile du matin. Les anciens Mexicains savaient bien que le signe est une représentation, au sens de fonction de délégation pour l'objet dont le signe est le mandataire. Il ne s'agit pas d'une représentation au sens d'image perceptive pour celui qui l'aperçoit, mais plutôt comme cas particulier de la fonction de représentation. Iztaccíhuatl, par exemple, le volcan à côté de Mexico, c'est la femme blanche, dans la légende des volcans. La victime propitiatoire dans les rites au dieu Tlaloc ou Chipetotecl, notre Seigneur l'écorché. Les évangélisateurs traduire ce signe Ixchiptlatl par image sans entrer dans la compréhension du procédé mental, mais en l'associant à leur tâche évangélisatrice et en opérant des transferts entre deux univers étrangers l'un à l'autre. Je vous renvoie aux images utilisées par Pierre Degas pour l'enseignement du catéchisme en nahuatl ou encore la substitution qu'il opère entre les hymnes chrétiens au chant sacré du monde nahuatl. Les paroles changeaient, mais la mélodie était indigène. Nous pouvons dire alors que les mots, les signes, les modèles de l'évangélisation intègrent l'imaginaire indigène et le modèle à leur image dans une confrontation d'imaginaires donnant naissance à des produits culturels hybrides comme la danse des moros y cristianos, la danse de los tecuanes ou la danse de los viejitos. Cette problématique qui génère une confusion entre l'objet à connaître et le support de cet accès au savoir subsiste jusqu'à nos jours. Alors, le sens s'empare du signe à partir de l'objet. Pour Peirce, dans la sémiosie, c'est-à-dire le processus d'élaboration de la signification, c'est le signe qui produit l'objet grâce à sa puissance de représentation, ce qui veut dire que malgré le va-et-vient entre l'objet et le signe représenté s'est imprégné autant de l'objet qui peut lui donner présence que de son simulacre de présence. El objeto aquello que se le presenta a los ojos o a la imaginación nunca aparece tal cual es. Es la forma de la aparición de la presencia, es la representación. L'objet tel qu'il se présente aux yeux ou à l'imagination n'apparaît jamais tel quel. La forme de l'apparition de la présence est la représentation. El ser es invisible y estamos condenados a verlo a través de una vestidura de símbolos. Pour cela, je m'appuie, c'est Octavio Paz qui parle. L'être est invisible et nous sommes condamnés à le voir à travers un revêtement, en quelque sorte, une carapace de symboles. Pour cela, je m'appuie sur deux postulats qui caractérisent le pouvoir de l'image. Aucune communication n'est possible sans iconicité. L'homme ne peut advenir au monde sans la médiation de la représentation. Comme le temps passe, je vais avancer très vite. Tous les phénomènes de la réalité, leur représentation artistique, littéraire ou autre, prennent une signification au moment même où ils sont réactivés par une pensée qui les interprète, j'ai dit. Ainsi, toute représentation culturelle contient les processus de production et d'interprétation. Et cette empreinte qui va apparaître dans l'écriture, elle-même, elle émerge de l'iconothèque et c'est un complexe de signes, un hypersigne, à la fois icône, ressemblance avec le modèle, indice, information sur le modèle et symbole, la signification qu'il donne. Cet hypersigne a deux modalités d'existence dans l'écriture comme représentation culturelle. La première, immatérielle, subjective, identitaire, c'est la trace mnésique, le souvenir, et la seconde est matérielle, concrète, objective, c'est la trace comme document ou monument.
Elle est une représentation certifiée par l'histoire qui, elle, analyse, sélectionne, interprète. Elle représente une présence vitale et corporelle, le produit du sens. Ainsi, la représentation de l'image dans l'écriture sera la trace d'un passage d'un monde à un autre, empreinte d'une interculturalité. Une véritable révolution. Serge Gruzinski, dans La colonisation de l'imaginaire, commente le passage de la pictographie à l'écriture alphabétique dans le Mexique colonial du XVIe siècle. C'est-à-dire considérer ce qu'une mise à l'écrit implique comme remodelage et altération du regard, jeté sur les choses du monde, est une des conséquences les plus importantes de la conquête espagnole. Parce qu'écrire, c'est communiquer, parce qu'écrire, c'est envisager un monde en expansion au-delà des frontières de la langue et remplir les espaces, les trous, les vides, les creux du filet troué de la mémoire, c'est substituer un système de représentation à un autre et provoquer une guerre des images avec ses dérapages et ses réactivations. Alors, guerre des images, et je terminerai là-dessus, ou guerre des rêves. 2 minutes. Selon la formule de Marc Auger, une circulation des images s'opère entre le mythe, le rêve et la création artistique, mettant en scène un double affrontement. L'Église, en Nouvelle-Espagne, au XVIe siècle, favorisait une cohabitation des formes et des contenus et poussait les indigènes à christianiser les coutumes anciennes. L'affaire du miracle de l'apparition de la Vierge de Guadeloupe en est un des exemples parmi d'autres. En 1530, un couvent ermitage est construit par les frères franciscains sur la colline de Tepeyac, sur l'emplacement d'un lieu sacré préhispanique. Les indigènes fréquentaient la chapelle très certainement avec le sentiment d'y adorer par défaut la mère des dieux, Tosi Tonanzi, notre mère. En 1531, un jeune paysan, Juan Diego, il reçoit l'apparition de la Vierge Marie. Après en avoir douté, l'archevêque de Mexico, le franciscain Juan de Zumárraga, reconnaît le miracle et la chose en reste là. 24 ans plus tard, en 1555, au XVIIe siècle, l'archevêque dominicain, alors Alonso de Montúfar, décide de réactiver le miracle, aux grandes dames des évangélisateurs franciscains qui y voient un retour à l'idolâtrie primitive en incitant les indigènes à adorer une image matérielle. Montúfar a fait peindre par l'Indien Marcos, d'après le modèle espagnol de la Vierge de Guadeloupe, sur un support traditionnel, et le lui a fait substituer à l'image primitive. Le culte prend sur ce lieu une ampleur considérable. La question se pose alors, le terme apparition s'applique-t-il à la Vierge ou à la représentation par l'image? Gruzinski fait remarquer que du point de vue indien, les questions ne se posent pas. À y regarder de près, l'apparition de 1555 équivaut à la production d'un nishiptla, c'est-à-dire une délégation de signes favorables à la fabrication de la présentation d'un objet de culte. L'archevêque Montúfar a donc gagné sur tous les tableaux. Il ancre le culte marial dans un territoire particulier qui est celui du sanctuaire de Tosi-Tonantzin, il court-circuite l'influence franciscaine, il séduit les indigènes et il associe les Espagnols dans le même culte. Mais il est clair que les indigènes n'ont pas toujours saisi la différence qui séparait les images chrétiennes de leur propre représentation. La substitution des idoles messiques par des images des saints ne pouvait déboucher que sur des dérapages, sur des malentendus et provoquer ainsi des rapprochements, inventant une pratique de représentation métisse. On connaît alors l'essor du mythe de la Vierge de Guadeloupe dans l'histoire de la prise de conscience nationale du XVIe siècle à nos jours au Mexique. En fait, les interrogations liées à la confrontation et à l'interprétation des imaginaires relèvent, comme le souligne Marc Auger, de 2 registres différents. Et je termine là-dessus. Le premier registre est celui de la représentation. Une iconographie se substitue à une autre, voire la remplace par surimpression sur les lieux mêmes du culte. C'est le résultat d'un rapport de force qui devient vite un décor naturel, une seconde culture et une seconde nature. Le deuxième registre, c'est celui de la chose elle-même, la chose représentée, dont on se débarrasse trop facilement pour laisser l'idolâtrie aux seuls indigènes. Toute représentation d'image peut provoquer un phénomène d'appropriation ou d'identification, ce qui lui confère un retour vers sa vie propre. Et le troisième registre, c'est celui du symbolique. Dès qu'elles sont matérialisées, les images deviennent des outils de mise en relation. Nous ne sommes pas loin de la triade sémiotique. Il faut s'y reconnaître et y reconnaître l'identité que l'on partage avec elles, avec d'autres, pour les identifier. Ainsi,
les modèles de représentation et d'interprétation de l'Europe et de l'Amérique au temps de la conquête puis de la colonisation n'étaient pas si éloignés les uns des autres. Ils allaient se reconnaître dans ce qu'on a appelé plus tard l'art indien et l'arte tequitqui, réponse naturelle des indigènes au flot d'images qui les submergeaient. Aux interrogations des évangélisateurs sur ces adaptations, les indigènes répondaient « Nepantla », entre deux mondes, entre deux images, entre deux rêves. Parce que, comme le souligne Marc Auger, les pratiques religieuses des dominés ou des colonisés se situent bien dans l'entre-deux mythe, entre un passé tronqué et un avenir obscur. Je vous remercie et je m'excuse de ce dépassement. Bien, merci Daniel pour ce voyage que vous nous avez proposé là. Merci pour cette réflexion si dense, si riche, avec tout cet ensemble de références à ces intellectuels, ces penseurs qui, de tout temps, en toute époque, en tout lieu, puisqu'on a plusieurs ici continents qui se sont confrontés, qui ont dialogué dans ce travail, ont réfléchi à la perception de l'homme par les sens et ont essayé de comprendre les modèles et les systèmes de la perception que l'homme a de son environnement. Ce sont des réflexions qui, au jour d'aujourd'hui, nous aident certainement à vivre, en tous les cas et pour le moins à mieux communiquer. Mais vivre pour un homme, n'est-ce pas communiquer, l'homme étant social. Bien. Y a-t-il des interventions, des questions, des remarques, des suggestions ? Je reviens au début du propos et à l'évocation de pupilles. Il y a juste pour faire état d'une expérience qui allait même plus loin, de Jean Musy, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Mon cinéma sans images, et qui consiste en des films, ce qu'il revendique comme des films, totalement dans l'obscurité. C'est notamment porté par toutes les associations de défense ou de défense des non-voyants. Et c'est une expérience que je connais assez bien parce qu'elle a été présentée plusieurs fois au Festival de création télévisuelle de Luchon, avec lequel j'ai longtemps collaboré. Et c'était un des publics avec qui ça fonctionnait vraiment merveilleusement bien, c'était les scolaires de primaire, qui à la sortie ne se rendaient même pas compte qu'ils n'avaient pas vu d'image. C'était assez curieux par rapport à ce poids de l'oralité et de l'oreille dont vous parliez. Ça m'a... Donc, je ne connais pas cette référence, mais ça se fait au théâtre aussi. Oui. Ça se fait au théâtre aussi. Plonger la salle et la scène dans l'obscurité, pour essayer d'imaginer. Mais l'audio-description, c'est autre chose quand même. C'est tout à fait autre chose. Donc là, c'est l'audio-descriptrice, qui commente la scène que les malvoyants ne voient pas, et ils témoignent eux-mêmes, lorsqu'on les interroge, de tout ce qu'ils ont vu grâce aux paroles de l'audio-descriptrice. Oui, ce qui montre bien que les mots créent des images et sont eux-mêmes des images, même pour ceux qui ne voient pas. Parce que pour nous, ça nous semble ultra simple. Des images ou des couleurs aussi. Oui, et des couleurs. Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont Jean-Jacques Rousseau perçoit la musique, comme une succession de tableaux, c'est-à-dire une mise en image. Bien, y a-t-il d'autres interventions ? Non, pas pour le moment. On peut se réserver un temps supplémentaire peut-être tout à l'heure, nous verrons. Nous passons maintenant à la deuxième intervention. Une intervention qui va porter cette fois-ci plutôt sur une étude de cas. Encore que nous ne sortons pas tant que cela des concepts, puisque j'ai vu que Agnès Surbezy souhaitait faire intervenir la notion, le concept d'intermédialité, pour travailler sur un cas qu'elle nous propose ici, Crónica de Sucesos, et donc elle va nous parler, si j'ai bien compris, du glissement en fait d'une production
qui au départ figurera sur un journal espagnol et qui sera proposé par la suite sur un tout autre support puisqu'il s'agira d'une série télé, donc avec un système d'adaptation. Donc Agnès, je vous laisse la parole. Très bien, merci beaucoup. Donc effectivement, je vais vous parler del caso Crónica de Sucesos, qui est une série télévisuelle de 2016 et du glissement d'un format presse à cette série. Alors, c'est vrai que dans le résumé, je partais du concept d'intermédialité. Je vais plutôt faire une étude de cas que partir dans ces concepts qui sont assez complexes et denses et qui, en 20 minutes, ferait que je déborderais allègrement. Donc, je vais plutôt privilégier l'étude de cas. S'agissant d'El Caso, il s'agit d'un hebdomadaire de faits divers qui est marquant dans l'histoire de la presse espagnole. Je développe un peu, c'est un hebdomadaire qui paraît à partir de 1952 jusqu'en 1987. Et pour une raison que je ne me suis pas encore expliquée, se trouve réactivé par des recherches, notamment, à partir du début des années 2010. Et cette résurgence de la revue, de l'hebdomadaire, ou du moins de l'intérêt pour l'hebdomadaire, va notamment déboucher sur la création d'une série télé, El Caso Crónica de Sucesos. Ce qui m'a intéressé aussi quand j'ai découvert la série et son histoire, c'est que le succès de la série est tel, au moins le succès critique, parce que le succès public et les audiences, on parlait hier des audiences et de leur pression, les audiences n'étaient pas très bonnes, donc il n'y a eu qu'une saison, qui d'ailleurs se termine un peu en eau de boudin, puisqu'elle annonce une saison 2 qui n'est jamais venue. Mais en tout état de cause, le fait d'avoir ressorti cet hebdomadaire a provoqué la reprise des tirages de l'hebdomadaire à partir de 2016, en version papier et en version électronique. Donc ce qui m'intéresse dans cette série et autour de cette série, c'est 3 grands axes que je vais essayer d'aborder. D'abord, le tissage qui se fait entre la réalité, la fiction et l'interaction entre ce support presse et la création audiovisuelle. Un tissage qui se joue dans le processus même de création, mais qui se joue également au sein de la série dans sa matérialité, dans sa mise en forme. Et également la question que j'aborderai peut-être un peu plus brièvement de l'intermédialité de la série et une dimension transmédia très forte également que je classerai, mais j'y reviendrai, principalement dans une démarche de transmédia d'accompagnement marketing, pour reprendre un terme de Claire Cornillon, mais qui va, je pense, par certains aspects au-delà. Donc avant toute chose, je voudrais resituer un peu El Caso et revenir un peu sur l'hebdomadaire. Comme je vous disais, c'est un hebdomadaire de faits divers, le premier en Espagne, créé par le journaliste et écrivain Eugenio Suárez Gómez, le 11 mai 1952. Donc on est en Espagne en pleine époque franquiste, dans une phase du franquisme qui est marquée par la fin de l'autarcie, un début de libéralisation économique, la fin du rationnement et donc le début du retour à une certaine croissance économique. Tout cela parallèlement à l'entrée de l'Espagne dans le plan Marshall en 1950 et donc à un début de processus d'ouverture. C'est dans ces années-là notamment qu'Eisenhower rend visite à Franco en Espagne. Voilà pour le contexte. Pour préciser un peu la nature de cet hebdomadaire, donc vous avez ici deux unes. C'est un hebdomadaire qui se revendique et qui est, de fait, sensationnaliste, populaire, mais qui est également reconnu pour la qualité et l'authenticité des investigations menées. Je m'appuie pour affirmer cela sur les travaux d'une jeune chercheuse, Rosa Rodríguez Garcela, qui
s'intéresse de très près, a produit précisément au début des années 2010 plusieurs articles et monographies sur cet hebdomadaire. Cette précision dans les enquêtes tient entre autres choses à la proximité, à la collaboration étroite de l'équipe de l'hebdomadaire avec la police. Je vous ai choisi cette illustration parce que un élément anecdotique, mais qui revient dans un certain nombre de témoignages et de réflexions ou d'articles scientifiques sur la presse espagnole et sur El Caso, c'est le fait qu'en 1958, un gros coup médiatique, El Caso Jarabo, dont je reparlerai brièvement par la suite, et permet à l'hebdomadaire de monter à 400 000 exemplaires tirés, ce qui est du jamais vu en Espagne à l'époque, et permet de changer la Sardineta, mythique des débuts, qui était ce véhicule que vous voyez qui circulait sur toutes les scènes de crime et d'investigation, pour une Maurice Minor qui va être partagée avec la brigade de recherche criminelle, qui était totalement sous-dotée en matière de véhicules et qui donc va partager le véhicule des journalistes qui vont par conséquent être aux premières loges, notamment dans certaines courses-poursuites épiques. Et la légende que j'ai mise à cette diapo tient à une anecdote que j'ai repérée dans plusieurs témoignages ou articles, racontant que le journaliste phare et créateur de l'hebdomadaire, circulait dans cette voiture avec un grand souci lors des fusillades, c'était ne tirez pas à la tête pour que la photo soit présentable. Donc, cette collaboration a aussi une incidence sur ce qui nous intéresse ici, à savoir la photo et l'image qui va être ensuite publiée. Outre cette collaboration étroite au quotidien, le journal va aussi remplir une fonction d'archivage très importante pour la police. On estime que le fonds était de plus d'1 million de photos qui ont totalement disparu après, enfin en grande partie, pas totalement, en grande partie disparu après la disparition du journal en 1987 et dont la police a fait grand usage, et la partie du fonds qui existe encore, ou en tout cas qui est encore localisée, sert encore aujourd'hui dans certains processus de récupération de la mémoire historique espagnole. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire, bon, un hebdomadaire qui collabore aussi étroitement avec la police franquiste, quid de son positionnement idéologique. Sa position était sur une ligne fragile de tension, mais malgré tout, avec une dimension qui pouvait être critique, et en n'hésitant pas à traiter des cas qui éclaboussaient des dignitaires du parti. C'est le cas de ce fameux cas Jarabo dont je parlais tout à l'heure, qui concernait le neveu du président du tribunal suprême. Pour revenir à l'image, donc cet hebdomadaire qui était qualifié communément de feo y de porteras, laid et de concierge, s'achetait en cachette, sous le manteau, on le planquait dans ABC ou toute autre revue, où on le faisait acheter par le petit personnel quand on avait du petit personnel. Mais il a quand même été, d'une part, très diffusé. Il arrive dans les années, fin des années 50, comme je vous disais, à 400 000, 500 000 exemplaires. Et il a également été essentiel, voire pionnier, dans l'histoire de la presse nationale, dans le journalisme d'investigation, mais également dans la culture espagnole au sens plus large. Il est notamment à l'origine, enfin les bénéfices qu'il permet de dégager sont à l'origine d'un des premiers groupes de presse espagnols, dirigé par son fondateur, Eugenio Suárez Gómez, qui va se trouver à la tête de 22 titres, dont Sábado Gráfico. Je ne suis pas sur la bonne illustration. Allez, excusez-moi.
Je suis allée un peu vite. L'illustration est après. Voilà. Dont Sábado Gráfico ou El Cocodrilo. Leopoldo, qui ont été des journaux importants dans l'Espagne de cette époque-là. Outre cet aspect économique et de diffusion, l'importance d'El Caso est mise en avant par un certain nombre d'auteurs. Il est à noter que, par exemple, José Camilo Cela a été l'auteur d'un reportage pour un numéro spécial pour les 25 ans du journal en 1977. Et Juan Goytisolo, notamment, le cite comme una fuente de información fidedigna sobre la evolución social y cultural de los españoles. Un propos qui est prolongé par Francisco Umbral, qui, dans un article de 1987, dit Eugenio Suárez, qui est un genio, inventó el caso, je vous traduis, Eugenio Suárez, qui est un génie, a inventé el caso, je traduis le reste directement, qui était une manière d'opposer l'Espagne réelle à l'Espagne officielle de la dictature. Les faits divers ont finalement constitué une troisième voie pour dire la vérité du pays. Au même titre qu'un Pascual Duarte de Cela, avec un niveau littéraire bien différent et bien plus haut. Il parle là, bien sûr, de Pascual Duarte. Alors, paradoxalement, il y a cette dimension critique implicite par rapport au régime qui passe notamment souvent par les images, et c'est entre autres grâce à Franco que cet hebdomadaire tient. Parce qu'il considère que dans la mesure où l'hebdomadaire n'aborde pas directement des thèmes politiques, il sert de diversion et de divertissement pour son public. Autre facteur qui explique la pérennité et la résistance à la censure de l'hebdomadaire, un conflit qui oppose le ministre de l'Information et du Tourisme à l'archevêque de Madrid, chacun revendiquant le droit de censurer, si bien qu'au final, El Caso réussit à passer entre les gouttes de la censure. Donc voilà, tout ça c'était pour situer un peu El Caso. Pour venir maintenant à la série télé, je vais ouvrir cette seconde partie de mon propos sur ces images, parce que autre élément assez novateur en 1952 et au début des années 50 de El Caso, une présence féminine forte, Margareta Landi, qui était surnommée la Dama del Crimen, la Dame du crime, et dont on a d'innombrables représentations avec sa pipe et son pistolet, et qui me permet de faire le lien avec la série, puisqu'un des personnages effectivement phares de la série et qui montre cette volonté de jeu de résonance et d'écho, c'est le personnage Margarita Moyano. Le nom change le patronyme, mais le prénom reste le même, et comme tout au long de la série on ne l'appelle que Margarita, le public qui a été connaisseur à un moment donné d'El Caso, qui s'intéresse un peu à la revue, ne peut que faire le parallèle, d'autant qu'on le voit difficilement sur la photo, elle est sombre, mais la Margarita de la série est elle aussi une grande fumeuse de pipe et un personnage à très forte personnalité, outre le fait que la caractérisation physique et la construction du personnage présentent des parallèles absolument évidents. Ces jeux d'écho, alors je suis désolée, les images sont très sombres et donc on ne les voit pas très bien là, vu l'éclairage, mais ces parallèles se construisent aussi autour des épisodes qui s'inspirent de faits réels traités par l'hebdomadaire et de la biographie des personnages. L'image que je vous ai mise là est la demande en mariage par le rédacteur en chef et créateur de l'hebdomadaire dans la série, Rodrigo Sánchez, qui vient d'obtenir la nullité de son premier mariage, renvoie à Eugenio Suárez, qui a été l'un des tout premiers Espagnols à obtenir la nullité de son mariage, effectivement, dans la vie réelle. Voilà un peu pour les parallèles sur le fond. Ce qui est intéressant maintenant, pour parler plus d'images, c'est l'importance du travail visuel et du travail de reconstitution
à la fois des espaces, et ça j'y reviendrai après, de la mise en forme de la revue. La série se caractérise effectivement par un travail de reconstitution extrêmement minutieuse des décors et par une très grande importance donnée à la photo dans la création de la série. C'est quelque chose qui est revendiqué par les créateurs de la série et relevé par les quelques articles qui se penchent dessus et que l'on constate très vite quand on analyse les images, avec un jeu très très important sur les éclairages, très froid, voire un peu verdâtre lorsque l'on est au commissariat, beaucoup plus chaud lorsque l'on est dans la rédaction, très blanc quand on est à la morgue, et un jeu sur les gammes chromatiques, les effets de saturation, les bascules entre le noir et blanc qui rappellent visuellement les images du journal, et la couleur pour la trame de la vie quotidienne des personnages. Donc on a un travail très important de la photo en termes cinématographiques qui fait écho à un véritable travail et hommage rendu à la photo dans la série. La photo qui est présente dès le générique, là les 4 images que je vous ai mises sont des photos du générique, dans lequel on a à la fois des photos des personnages prenant des photos, donc dans leur rôle de photographe, du tirage des photos et du tirage, l'impression des unes qui, comme vous l'avez vu sur les quelques exemples que j'avais affichés de l'hebdomadaire, étaient toujours des photos grand format avec une primauté évidente de l'image sur le texte. Ce qui est intéressant également sur l'image qui est en bas, c'est la superposition l'effet de superposition qui se crée entre les touches de la machine à écrire et le tirage papier qui met toujours en avant, comme je le disais, un élément photographique. Effet de superposition qui peut être lu comme un élément du pacte de lecture de cette série et du jeu de croisement perpétuel entre plusieurs médias, et c'est là qu'on revient vers l'intermédialité, à savoir la presse écrite, la photo, en tant qu'objet de presse écrite et en tant qu'objet photo indépendamment de la publication, et le format télévisuel. Donc la photo est très présente dès le générique. Toute la série va être l'occasion également d'une mise en scène du photographe. Mise en scène du photographe qui passe par l'omniprésence de l'objet, appareil photo, récurrence qui est encore accentuée par le caractère sériel, sur toute arrivée sur une scène de crime, le premier réflexe, la première image ou l'une des premières images est cette mise en scène du journaliste prenant la photo, ou de la lutte avec d'autres journalistes déjà sur place. C'est la photo qui est la plus à droite. Non seulement on a le journaliste en train de prendre la photo, mais dans un certain nombre d'épisodes est également mis en scène tout ce travail de corps, de placement, de choix de la mise en scène qui renvoie un peu à ce qui a été dit hier, cette dimension physique du photojournalisme et de la prise de photo. Non seulement le photographe est donc mis en scène dans sa dimension spatiale et corporelle, mais assez souvent on va avoir, comme c'est le cas dans l'image du haut, des plans rapprochés, poitrine, ou des premiers plans qui interrogent aussi la réaction et les états d'âme que peut avoir le photojournaliste face à son sujet. Et l'un des personnages les plus sujets à ce jeu est ce personnage féminin, Clara, qui est une jeune journaliste qui débarque au tout début de la série dans la rédaction et qui se pose encore énormément de questions éthiques que certains de ses collègues se posent beaucoup moins, ce qui permet, au gré et de l'image et des discussions que peuvent entretenir les personnages, d'interroger jusqu'où effectivement on peut aller dans ces photos un peu sensationnalistes. Donc,
non seulement on a une revendication par la mise en scène et les personnages de la réappropriation de la photo et des codes de l'hebdomadaire, mais on va avoir tout un jeu qui reprend les codes de la presse dans le graphisme même, dans la typographie de la revue qui est mise en scène, de la revue de l'hebdomadaire, pardon, qui est mise en scène, vous l'avez en haut à droite. Et donc un jeu sur les codes qui met fortement l'accent systématiquement sur la photo, l'objet photo, la photo de presse. Et d'ailleurs, c'est une revendication qui est portée à plusieurs reprises, c'est presque récurrent dans tous les épisodes, par le rédacteur en chef. Il a 2-3 répliques clés qui reviennent constamment. Quand un cas est bouclé, c'est al trabajo, et en début ou milieu de série, à un moment donné, il réclame toujours des photos en rappelant « Este es un periódico gráfico de sucesos ». Donc vraiment, cette insistance sur la photo et son omniprésence. Donc voilà, j'ai parlé très très brièvement d'intermédialité. En fait, j'ai juste mentionné le mot. Il y aurait énormément à dire, en particulier sur les croisements de codes avec la presse dans les années 60. Avec les croisements écrit-image, le jeu sur la bande de son et la musique des années 60, je passe parce que d'une part je manque de temps, d'autre part on échappe un peu au domaine de l'image à proprement parler. Juste pour évoquer très rapidement, revenir sur ce va-et-vient que j'évoquais, qui a fait qu'on est parti d'un support papier, d'un hebdomadaire, où l'image était prégnante, à une série, où l'image reste prégnante, pour revenir à El Caso 2016, version papier, version Internet. Version papier, petite parenthèse ou petite digression, qui est, c'est intéressant, livrée avec un exemplaire, avec un tirage d'un des numéros de l'hebdomadaire Première Mouture, notamment pour répondre aux demandes des collectionneurs. Donc c'est vraiment, on pourrait insister sur l'importance, malgré la mauvaise presse qu'il a pu avoir de cet hebdomadaire. Donc juste très brièvement, le troisième élément que je mentionnais tout à l'heure, l'importance de la dimension transmédia de cette série. Un produit transmédia qui est visible dès la page d'accueil de la série sur la une, que vous avez ici, puisqu'on voit, j'ai entouré certains des points qui m'intéressaient le plus, mais chacune des entrées amène à une dérivation, un univers supplémentaire qui vient incrémenter, qui vient augmenter la narration de la série, avec notamment des éléments très classiques sur les chaînes espagnoles, et je pense sur les chaînes en général, un retour sur le synopsis, la genèse de la série, la présentation, ça c'est du classique, mais on a également ici Las Claves del Caso, qui sont une série de 14 petits documentaires qui viennent rappeler les cas réels dont se sont inspirés les épisodes de la série. On a également des vidéos qui peuvent être aussi bien des interviews des personnages, enfin des acteurs, que des amorces de spin-off notamment. Et on a un comique, le comique Avance, que vous avez ici à gauche, qui sert d'amorce à chacun des épisodes, donc avec un travail graphique et de l'image qui cette fois-ci passe par l'illustration et plus par la photo, et qui fait un écho à un spin-off justement qui va prolonger la série, qui est une web-série autour de deux des maquettistes justement de la revue, de l'hebdomadaire, j'y tiens. Et en parallèle à cette web-série, il y a une story Instagram qui est entre comique et roman photo et qui, à nouveau, va venir augmenter encore et nourrir ce jeu. Et enfin, bien sûr, on a tout le développement transmédia via les réseaux sociaux, que ce soit ceux non maîtrisés de fans ou ceux tout à fait maîtrisés et très bien maîtrisés en termes de com et en termes d'image.
en particulier Facebook, qui tisse la toile de tous ces éléments. Enfin, dernier élément, donc jusque-là, je serais tentée de dire que la plupart de ces produits transmédiatiques participent de ce que je qualifiais tout à l'heure de transmédia d'accompagnement marketing. On est quand même beaucoup sur ce développement, cette vente du produit. Peut-être plus intéressant, et j'avoue, je n'ai pas eu le temps de vraiment l'étudier, mais je pense qu'il y a des choses à faire. L'épisode interactif qui nous amène dans une expérience immersive qui renvoie un peu à ce qu'on a pu évoquer hier et qui, lui, pour le coup, a reçu plusieurs prix assez importants en Espagne et à l'étranger et qui est vraiment un travail du laboratoire en recherche et développement de TBE. Voilà, je vous remercie. Bien, merci Agnès pour cette proposition très intéressante. Il conviendrait, avant que je ne donne la parole au public, de préciser une chose, parce que tout le monde n'a pas le programme. Donc, il convient de préciser qu'Agnès est maître de conférence en études hispaniques et latino-américaines et qu'elle est actuellement en poste à l'Université de Toulouse et Le Mirail. Voilà. Je passe la parole pour d'éventuelles remarques ou questions. Oui. Moi, j'ai une question sur le contenu de la série. Alors, je pense que tu y as répondu en partie, mais parce que tu as parlé d'un épisode où on voyait donc le directeur de la revue qui se remarie ou demande en mariage une femme parce qu'il a obtenu la nullité de son premier mariage. Donc ça voudrait dire que la série présente l'histoire de l'hebdomadaire, c'est-à-dire comment s'est construit l'hebdomadaire, qui a été à l'origine de cet hebdomadaire, qui travaille dans l'hebdomadaire, comment ils font les reportages d'investigation, par exemple. Mais après, tu as dit que sur le site web donc, d'accompagnement de la série, on avait 14 documentaires qui nous proposaient les chroniques, enfin les faits divers qui avaient été relatés dans l'hebdomadaire. Et donc je me demandais si la série c'était une série sur la genèse de cet hebdomadaire et son histoire, enfin sa destinée, son succès, ou s'il y avait aussi des épisodes de la série qui reprenaient des faits divers pour nous remontrer comment on avait et quelle était la perspective du coup de cette monstration des faits divers, c'est-à-dire est-ce qu'on essaye de les recréer ou est-ce qu'on nous montre comment est-ce que les journalistes travaillent sur ces faits divers? Alors, les deux. À savoir qu'on est un peu sur... Enfin, non, on n'est pas un peu, on est carrément sur ces modèles de séries très à l'américaine où on a à la fois un fil qui se construit sur l'ensemble de la série, où on suit la vie des personnages, les relations amoureuses, on a un triangle amoureux, on a le fondateur qui est donc amoureux et qui a pour maîtresse la secrétaire de rédaction à qui il demandera sa main à la fin de la première saison. Et en parallèle à cela, on a quasiment sur chaque épisode, il y a une ou deux enquêtes qui sont sur 2 épisodes, mais sur chaque épisode, 1 ou 2 enquêtes en parallèle sur des cas. Certains sont inspirés de cas ayant existé, d'autres sont des reprises vraiment trait pour trait du fait divers qui a été publié dans El Caso. Il y a d'ailleurs dans les diapos que j'ai présentés une sur El Caso de la mano cortada, le cas de la main coupée, où là c'est carrément vraiment la une de la revue qui est reprise quasi à l'identique. La seule différence c'est que c'est l'un des seuls, ça aurait été intéressant mais j'ai manqué de temps pour m'y arrêter, c'est l'un des seuls numéros de l'hebdomadaire et un des seuls moments pour le coup dans la série également où justement le travail sur l'image est impossible. C'est un des moments où la censure fait que l'image est jugée trop forte, donc le censeur interdit la publication de cette une et le biais que trouve le rédacteur en chef pour contourner, c'est de supprimer l'image et de juste écrire au feutre
rouge, alors ça doit être rouge dans l'hebdomadaire, noir dans la série, si mes souvenirs sont bons, El caso de la mano cortada. Et c'est l'un des seuls cas. Et c'est mis en scène dans la série comme parmi d'autres exemples des stratégies de contournement de la censure, puisque c'est quand même un thème qui est omniprésent dans la série également, une des stratégies de contournement. Donc ça met à la fois en scène les débuts de la parution et la vie de la parution dans les années 60. On est plus sur les années 60, même si au début, à l'occasion de flashback, on revient sur vraiment la genèse, mais on est plus réellement dans la série sur le début des années 60. Et effectivement, des cas, certains réellement traités par El Caso et d'autres très fortement inspirés. Et à la fois, on a l'enquête, donc on assiste à l'enquête policière, c'est d'ailleurs affiché dans les programmes télé comme une série policière, et également le traitement journalistique et tous les questionnements sur les images qu'on peut montrer, ne pas montrer, les dossiers à prendre ou ne pas prendre. Ça joue sur les trois tableaux. Oui, Daniel, oui. Oui, c'était très intéressant et bon, je trouve que le problème de la mise en abîme de l'hebdo dans la série mérite que vous l'étudiez plus particulièrement. Et alors, ça me faisait penser, 1952, El Caso. Est-ce qu'ils se sont inspirés? En France, il y a Détective qui existe à la même époque, mais qui n'a pas eu la même évolution par la suite. Est-ce que vous avez regardé s'il y avait une confrontation ou une... J'ai pas trouvé de traces d'une confrontation ou d'une influence. Le parallèle est très souvent établi par les chercheurs qui viennent plutôt des sciences de la communication, puisque c'est plutôt sur des chercheurs de ce domaine-là que je me suis appuyée pour la partie contextualisation. Le parallèle est souvent fait, mais le lien n'est jamais établi explicitement, du moins dans les travaux que vous trouvez. Bien, c'est sur ces paroles que nous terminons les sessions de ce matin. Donc je vous propose à présent de vous diriger vers le haut de l'escalier pour prendre notre pause déjeuner.